Donc je suis avec Alexandre Doulu dans ce troisième salon de Lausée. Et donc ce qui m'a frappé au départ, bon, vous êtes un spécialiste de la France occupée d'une certaine manière, le camp de Rivesaltes, c'était un des... Alors quelle est la géographie générale des camps en France déjà pour commencer? Enfin, alors celui-là, il est vraiment lié. c'était vers Perpignan, ça. Voilà, il est lié à la zone libre du coup. C'est un camp qui Rivesaltes, c'est à quelques kilomètres de Perpignan. Perpignan faisait partie de la zone libre. Ouais. Parce qu'on n'a pas... l'a appelé, dans une formule un peu choc, le Drancy de la zone libre. C'est-à-dire que ce camp a d'abord été un camp d'internement, pas seulement pour les juifs, mais pour tous les étrangers en situation irrégulière, on va dire, à partir de janvier 1941. Mais il est resté surtout connu pour la période octobre 42, puisque c'est la période des déportations de la zone libre vers la zone occupée et vers Nancy. D'accord. Et le Morvan, en revanche, c'était dans la zone occupée. Le Morvan, c'est zone occupée, donc c'est... Non, parce que moi, j'ai pas en tête complètement le... C'est des histoires assez différentes. Donc les gens Morvan, comme ma grand-mère, c'était plutôt vers Drancy, et les gens qui étaient dans la zone libre, c'était plutôt vers Rivesaltes, enfin. Alors, Rivesaltes, c'est un des camps avant Drancy. Ah oui. Avant que les Juifs arrivent à Drancy pour être déportés à Auschwitz, ils ont tous été regroupés dans leur département, soit dans une prison, soit dans un camp de transit. D'accord. Quelle que soit la région. Mais ça aboutissait toujours à Drancy. Ou Bonne-la-Rolande et Pithiviers en 42-43. D'accord. Bon, d'accord. Donc, vos recherches ont conduit à quel résultat? Donc, vous avez publié dans les cahiers de Rivesaltes, donc c'est une structure qui s'occupe spécialement de cette question. Alors, il y a un musée mémorial au camp de Rivesaltes, effectivement, qui est là pour rappeler l'histoire de ce camp, qui est un des plus grands de France, dont il y a beaucoup de vestiges. Et moi, j'ai travaillé pour ce mémorial pendant plusieurs années à la collecte de documents, d'archives, qui ont servi à créer l'exposition permanente et qui débouchent quelques années plus tard sur deux livres sur les Juifs et sur les Ziganes. Vous êtes un rat de bibliothèque, vous êtes un archiviste. Un rat d'archives. Un rat d'archives. Eh ben oui. Donc c'est bien parce que justement là, vous allez peut-être retrouver la trace de ma grand-mère. Je vais vous apprendre des choses sur votre grand-mère, peut-être. Ça dépend des archives. J'espère. Et alors l'autre ouvrage, alors c'est... L'autre ouvrage s'appelle Ni héros ni salaud. C'est la fameuse histoire des justes, c'est ça? Enfin, c'est en partie l'histoire des justes. Alors là, c'est plutôt sur les justes qui auraient pu l'être, mais qui ne l'ont pas été, parce qu'ils sont dans un entre-deux, entre l'aide volontaire et l'aide, on va dire, ah oui. par accident. Voilà, c'est tous les dont ils sont ni héros ni salauds, c'est ça que ça veut dire. Ils sont des cas particuliers de personnes qui ont pu concourir à sauver des juifs sans forcément le vouloir au départ. Et comment vous avez eu cette idée de... Vous êtes tombé sur des cas particuliers? Pas moi directement. Non, c'est vrai que vous êtes deux à l'avoir fait. C'est Lucien Lazare, le grand historien de la résistance juive et des justes en France, qui participait à la désignation des justes de France. Donc il a étudié de fait tout un tas de dossiers de demande d'attribution du titre. Et il a constaté que dans des dizaines de cas, il y avait des personnes qui ne recevaient pas le titre, alors soit parce qu'elles n'avaient pas conscience qu'elles prenaient des risques, soit pour tout un tas de raisons. Il y a des critères très stricts. qui n'ont pas été validés comme justes. Voilà, parce qu'il y a un cahier des charges assez strict. Ah oui, il y avait tout un système de validation. Oui. Donc il y a des cas où des personnes ont été sauvées par des juifs, donc par une tierce personne, mais ça ne suffit pas à ce qu'elles reçoivent la médaille. Donc au départ, on avait un échantillon d'une centaine de dossiers ah oui. de départ. Et donc c'est vrai qu'on ne venait pas juste si facilement que ça. Il fallait, c'est comme pour les saints, il fallait passer par... c'est normal, il y a des critères bien définis. Oui. Et une commission qui... Il fallait faire acte de candidature ou pas forcément? Toujours. Il fallait se manifester en disant voilà... C'est la personne sauvée ou ses descendants qui se manifester pour dire un tel a aidé. Ah oui, c'est pas la telle en question, c'est la personne sauvée. Alors quelquefois, ça peut arriver que les familles de futurs justes demandent le titre du juste. Oui. Mais en général, c'est plutôt l'inverse. Et alors vous parlez donc de ces cas où ils n'ont pas été complètement validés. Alors au départ c'est ça, mais en gros c'est d'étudier qu'est-ce qui fait qu'en France il n'y a que 75%, il n'y a que 25% de juifs déportés entre guillemets, parce que oui, quand même voilà. Effectivement, ça nous intéresse d'entendre quelles sont les conditions de la survie des 75 autres. Oui, c'est ça. Alors donc on retombe dans les débats sur... apparemment, la thèse classique, c'est que c'est plutôt les juifs étrangers qui ont été sacrifiés ou qui ont été victimes. Alors ça, c'est une réalité statistique. C'est-à-dire qu'il y a largement plus de juifs étrangers proportionnellement que des juifs français déportés.
Donc ça fait partie effectivement des critères de la déportation, de la non-déportation quand on fait... Et alors ça correspondait à une intention carrément d'évacuer essentiellement les juifs étrangers au départ du point de vue de Vichy. Ouais, en 1942 Oui. surtout. Ou alors c'est parce que les juifs français ont plus facilement se fondre dans la population. Ça peut jouer aussi, c'est vrai, mais non, au départ il y a quand même un régime Vichy qui est antisémite, oui, mais qui est aussi surtout xénophobe. Voilà. Donc les juifs étrangers sont ciblés à un double titre. Donc la xénophobie a protégé les juifs français. Alors protéger... En tout cas, ça, si, oui, parce que, bah oui, enfin je sais une façon de formuler des choses. pas protéger parce que des millions ont été déportés dès 1942, donc on ne peut pas dire ça non plus. Mais quand on fait les bilans statistiques, oui, il y a plus de... Parmi la population des juifs étrangers, le pourcentage de déportés est plus important. Mais inversement, parce que moi par exemple, mon père était haut fonctionnaire à l'époque, en 1936, etc., et les juifs français ont été plus stigmatisés quelque part parce qu'ils ont perdu leur situation. Ils n'ont pas été éliminés, mais ils ont quand même été visés directement par les lois anti-juives. Alors que les juifs étrangers, oui, notamment les juifs qui étaient complètement installés et ancrés dans la vie juive, dans la vie française. Là, on ne peut pas dire. Il y avait deux chemins de croix en quelque sorte. Vichy a protégé les juifs, c'est parce qu'il y a un contre-exemple en zone occupée en janvier-février 1944, il y a eu des rafles systématiques des derniers juifs encore présents dans la zone occupée. Comme les juifs étrangers avaient été arrêtés, avaient été on a pris, pour compléter, on a pris des juifs français. Pas pour compléter, c'est que les Allemands ont décidé que tous les juifs encore présents seraient déportés, et de fait, ce n'étaient plus que des Français. Oui. Donc, massivement en zone occupée, les juifs français ont été déportés. Oui. Donc, on ne peut pas dire que Vichy les a protégés. Parce non. Que dans certaines régions, c'est la police qui a fait le boulot. Oui, mais moi, par exemple, j'ai eu un oncle, Charles Albron, qui a été déporté à Auschwitz, et qui était un juif de souche française, en fait. Voilà, et qui habitait à Paris. Voilà. Alors, dans ce cas-là, il faut retrouver qui est l'auteur de l'arrestation. Alors, il y a aussi la question de l'étoile jaune. Ceux qui portaient l'étoile jaune et ceux qui ne la portaient pas, ceux qui ont accepté de ne pas la porter ont mieux survécu. C'était très difficile de ne pas la porter, puisque l'administration française, au moment du port de l'étoile, a comparé les listes entre ceux qui venaient chercher l'étoile et ceux qui étaient recensés qui n'étaient pas venus. Donc, y échapper, c'était pas facile. Mais quand même, je crois qu'on a dit de mon oncle qu'il avait commis l'erreur de la porter ou de Ça, c'est ce qu'on dit après. Oui. Il y a des juifs qui ont porté l'étoile à Paris pendant toute la guerre sans être déportés. Moi, par exemple, j'appartiens à une famille où mes deux parents ont pris des faux noms. Voilà. Ils avaient gardé les initiales, mais voilà. Et donc, c'était un système qui permettait d'évacuer parce que même si on était des juifs français, on avait quand même des juifs, des noms remarquables, reconnaissables. Ma mère, sa mère, elle s'est appelée Lacroix, parce qu'elle avait épousé un monsieur Lambert à un moment donné. Donc c'est amusant. Des stratégies de survie ou de... Il y en a tellement que c'est difficile comme ça de porter des jugements. Le processus, c'était, au bout du compte, alors Drancy, c'était l'antichambre vers Auschwitz, en quelque sorte. Il y avait tout un processus administratif, il fallait d'abord être interné à tel et tel endroit, et puis après, comment ça fonctionnait, la logique du système C'est la même dans tous les pays, il y a un temps de départ pour chaque pays vers Auschwitz. Oui. Et Drancy, donc c'est la banlieue parisienne, en fait. Donc même ceux de Rivesaltes, ils ont été directement à Drancy ou bien ils sont passés par... Ils sont passés par Drancy. Ah quand même. Allez, c'était quand même la plaque tournante. D'accord. Dernière question, parce qu'il faut que je retrouve... Oui, d'accord, non. Mais donc compléter, s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, allez-y. Non, je crois qu'on a fait le tour. Il y aurait tellement à dire. D'accord, mais en tout cas, voilà, donc je vais vous donner les coordonnées de ma grand-mère. Non, mais je le dis aussi pour l'émission parce que c'est intéressant de dire qu'on peut s'adresser à ce monsieur Doulu pour avoir des nouvelles de ses... Attention, je ne reçois pas des messages.